fais cette vidéo parce que je suis tombé sur un commentaire où une personne avait dit que face à sa timidité, il fallait attendre que ça passe. Sauf que c'est jamais passé. Dans ce commentaire, tu as une personne qui disait que son anxiété sociale passerait avec le temps. Ce qui est le cas avec la timidité, mais pas avec l'anxiété sociale qui a la fâcheuse tendance à rester. Alors, l'attitude qu'on lui avait conseillé d'utiliser là, à cette personne, c'est ce qu'on appelle dans les articles scientifiques le wait and see. En gros, c'est attendre de voir ce qui se passe pour juger de la situation. Et la question de savoir s'il est bien d'attendre ou pas, ou quand c'est négatif, est assez importante. Par exemple, dans la vidéo sur les tics, lorsque les tics sont peu importants, c'est l'attitude que l'on conseille, car on sait que les efforts nécessaires à la gestion des tics ne vaut pas le coup comparé au peu d'impact des tics dans la vie de la personne, et on surveille pour réagir si les tics empirent de manière importante. Fréquemment, c'est l'attitude utilisée avec les jeunes enfants qui tapent ou qui mordent, sachant que la plupart du temps, le développement cérébral et langagier fait disparaître ces comportements. Sauf que, si l'enfant a plus d'un comportement aversif et rentre dans ce qu'on appelle un trouble des conduites, genre en plus de taper, il mord, cherche la bagarre, vole, on remarque que dans ce cas, le wait and see, c'est pas bon du tout, car on augmente le risque de développement des troubles par la suite. Donc on voit que pour un même problème, l'analyse globale de la situation peut changer l'attitude et le discours du thérapeute, sachant que parfois on est à la limite et donc on peut se planter. Ça m'est bien arrivé de dire à des gens on attend et 6 mois après, voir qu'en fait, va pas falloir attendre. Et pour la timidité et l'anxiété sociale, choisir quoi faire est aussi important, car la timidité a tendance à s'amoindrir avec le temps, l'anxiété sociale non. Alors déjà, petit point sur les points communs entre timidité et anxiété sociale. T'as plein de chercheurs qui placent ces deux phénomènes sur un axe. Le point commun de la timidité et de l'anxiété sociale, c'est le stress généré par l'interaction avec l'autre et l'évitement des situations sociales. L'anxiété sociale, ce serait une version pathologique de la timidité, mais comme d'habitude, c'est pas aussi simple. Car déjà, on peut voir des différences fondamentales entre les deux. Par exemple, dans certaines études, les chercheurs voient bien que certains timides se situent sur cet axe, mais que d'autres non. Par exemple, quand on pose la question à des gens « Est-ce que tu évites d'entrer en contact avec des gens en classe ?», certains vont répondre oui, parce qu'ils sont effectivement gênés de le faire, et d'autres juste parce qu'ils aiment être seuls. Donc c'est un peu comme si on aurait des gens classés timides car anxieux, et d'autres classés timides juste parce que les autres ils en ont rien à battre. Dans cette vidéo, on parlera surtout des timides anxieux, car si tu t'isoles non pas par anxiété, mais juste parce que les autres t'emmerdent ou t'énervent, clairement tu peux arrêter la vidéo. C'est pas de l'anxiété sociale, sachant que comme le nom le dit, il faut être anxieux pour être anxieux social. Ça veut pas dire que t'as pas de problème, Ça veut juste dire que c'est pas forcément d'anxiété sociale. Sachez pour votre culture que la question de savoir si des pathologies se situent sur une continuité ou sont qualitativement différentes d'une autre pathologie est un questionnement important en psychologie, car cela change la façon dont on fait des thérapies. Par exemple, si tu connais l'axe de l'anxiété sociale, tu tombes plus loin sur le trouble de la personnalité évitante, qui est un peu comme l'anxiété sociale empire, mais avec aussi des différences comme pour la timidité. Car ce n'est pas que sur le social que la personne est touchée, mais sur plein de choses comme ses propres émotions. Donc on pourrait par exemple rajouter un axe, par exemple avec gestion de l'incertitude, où tu aurais les troubles anxieux généralisés avec la version pire avec la personnalité évitante, et une autre branche avec la personnalité contrôlante. Bref, tu peux faire des flèches dans tous les sens pour représenter les pathologies. Bon donc, on va avoir les questions à se poser pour voir la différence entre un timide et un anxieux social. Alors attention, c'est pas parce que tu as une des caractéristiques que tu deviens un anxieux social qui va mal finir. C'est juste que ça va peut-être te permettre de faire plus gaffe et voir ce que tu peux améliorer. À la fin des divers points, on fera un schéma qui peut résumer tout cela. On va commencer par les termes techniques. Un timide, il est plus égosyntonique. Un phobique social, plus égodystonique. Alors la dystonie-syntonie, c'est savoir si une partie de toi est compatible avec tes valeurs ou ce que tu veux dans la vie. Par exemple, si tu es un pratiquant intégriste de la manif pour tous et que tu es homosexuel et que tu ne l'acceptes pas, c'est que tu as une orientation sexuelle égodystonique. Et donc, dans notre axe, on pourrait résumer que plus tu détestes ce que tu es et ton comportement social, plus tu te situes loin sur cet axe. Autre point, c'est les réactions face à la situation sociale. Si la réaction est une simple inhibition, c'est-à-dire que tu parles moins, c'est que tu observes les gens, on est plus là. Si tu commences à fuir les situations, essayer de cacher qui tu es, genre en te maquillant exprès pour pas qu'on te voit rougir, ou en créant des phrases qui sont pas du tout toi, pour qu'on ne voit pas qui tu es vraiment, tu as plus de chances que cela soit négatif pour toi.
Évidemment, plus tu te caches, plus tu es sur cet axe. Si par exemple tu es juste timide avec des inconnus, c'est quasi tout le monde. Si même tes proches, tu te caches, on en est plus ici. Un autre point, ce serait aussi de savoir s'il y a des comorbidités ou pas. Plus tu as des troubles associés, plus c'est un signe qu'il se passe quelque chose d'étrange à fouiller plus profondément. Par exemple, un autiste qui aurait des difficultés à comprendre ce qui se passe aura plus de chances de développer une anxiété sociale qu'un neurotypique timide. Pareil avec quelqu'un qui aurait une dépression. Dépression pouvant être créée justement parce qu'il se sent timide et qu'il n'arrive pas à la gérer. Peut-être que sa timidité c'est de l'anxiété sociale en fait, ce qui lui pourrit bien la vie. Car oui, si ta timidité te gêne pas beaucoup, c'est pas grave. Si ta timidité en arrive au point de te bousiller ta vie, au point d'être stressé tout le temps, de pas pouvoir avoir des relations sociales correctes, ou carrément te créer une phobie scolaire, ou des arrêts de travail, forte chance que ce soit en fait une anxiété sociale. Sachant que par définition, une de tes caractéristiques qui te pose pas de problème dans la vie, c'est rarement une pathologie psy dans la plupart des cas. Donc, on va reprendre toutes ces idées dans le schéma pour comprendre une situation sociale et voir comment une personne peut empirer ou rester bloquée et une personne peut s'améliorer. Donc, tu te retrouves en situation sociale, ce qui va activer plusieurs choses en toi, dont la comparaison de toi avec les autres. Ce qui est important, c'est de voir que te comparer avec les autres, c'est naturel pour pas mal de monde et que cette évaluation va jouer sur ton évaluation de la situation. Là, je vais te laisser une vidéo qui t'explique que plus tu estimes les gens en face de toi, supérieurs, plus tu stresses. C'est pour ça que parler de ton métier à des maternelles, tu gères. En parler à ton responsable de stage, c'est bien plus compliqué, beaucoup plus stressant. Tu vois donc que plus ton image de toi va être catastrophique, plus le nombre de situations dans lesquelles tu vas t'évaluer comme une merde par rapport aux autres et aussi donc stressé vont être importantes. Donc, de cette vision de toi va découler tes émotions pendant la situation et ta réaction. Comme on a dit, chez un timide, ça va traduire par une gêne et une inhibition légère. Chez un anxieux social, les réactions seront beaucoup plus fortes avec des peurs extrêmes, des pertes de moyens et plein de stratégies d'évitement ou de dissimulation. Suite à cette interaction, la personne elle fait le bilan et ce bilan peut améliorer ton image, la laisser inchangée ou l'empirer. Là où l'anxiété sociale va s'installer et s'empirer, c'est quand le cercle va venir détruire progressivement ton image de toi ou du moins la laisser dans un état catastrophique. Donc plus de savoir si tu es timide ou anxieux social, la question c'est de savoir si ce cercle va t'amener à souffrir ou pas progressivement. Si on prend un timide, il se retrouve dans une fête, il est très inhibé et parle pas beaucoup. Mais la fête se passe bien, des gens lui parlent, au final il s'est bien amusé, même s'il n'a pas trop fait de nouvelles rencontres, donc il est content, sa timidité l'a pas empêché de s'amuser, donc au final l'image de lui reste la même, et mieux encore si ça se trouve, il a rencontré des gens ou des situations qui ont modifié positivement son image de lui. Et il sera moins timide. Et ça peut être la même au boulot, quand tu arrives dans un boulot où tu sais pas trop quoi faire, tu connais pas trop les gens, et finalement tu t'étends progressivement. C'est pour ça qu'on dit que la timidité a tendance à s'amoindrir avec le temps, car les gens globalement ils vont gagner en compétences, en estime d'eux, au fil des expériences positives. Prenons donc l'inverse, une personne se retrouve en situation sociale, sauf qu'elle a très peur que les gens la trouvent faible, car c'est l'image d'elle qu'elle déteste le plus. Du coup, déjà, le stress fort va amputer une partie de ses capacités mentales. Donc, elle parlera moins bien. Mais en plus, elle va utiliser 90% de ses capacités restantes à réfléchir à ce qu'elle dit. Ce qui va rendre son discours complètement pas naturel, forcé, ce qui va augmenter son malaise à elle. Plus tard, elle se repasse la situation. Comme elle a une image d'elle pas bonne en plus, elle va interpréter négativement toutes les interactions, ruminer ce qu'elle aurait dû dire, et pense que les gens ont dû la trouver bizarre et vulnérable, et pouf, ça empire son image. Et là, tu peux prendre tous les points que je t'ai énoncés plus haut et voir comment cela peut jouer négativement sur le stress. Donc en gros, la question à se poser, comme je disais, pour éviter les problèmes plus tard, c'est surtout de savoir si la situation dans laquelle on est risque de ronger progressivement notre image de nous ou pas. L'essentiel, c'est que ce cercle soit gérable pour toi. De toute façon, si tu as envie de savoir effectivement comment t'en sortir, parce que tu aimerais changer au moins la peur que tu as d'aller vers les autres, je te laisse une bibliographie en bas. Et si tu veux, il y a la vidéo sur l'anxiété sociale qui explique vachement mieux ce qui se passe dans la tête des gens quand on est en train d'angoisser en face de quelqu'un. Et comment on peut l'améliorer, soit en faisant baisser le stress de la situation, soit en simplifiant la situation, soit en essayant d'augmenter notre image de nous, soit essayer de relativiser ce qu'on peut penser de nous, soit en essayant de gagner en compétences pour s'en sortir encore mieux dans les situations. Voilà, si tu veux d'autres vidéos, t'en as plein partout sur la chaîne avec les liens qui vont s'afficher, je sais pas trop.